qu'elles s'entraînent toutes à être capables d'aller manœuvrer proche du satellite des autres et aller les endommager. Si l'intelligence artificielle est utilisée pour accélérer la détection, l'adversaire va chercher à tromper l'intelligence artificielle. Si des centaines de milliers de collectes sont générées, alors il n'y a aucune équipe humaine qui peut tout examiner manuellement à une vitesse acceptable. Et c'est pourquoi l'intelligence artificielle devient centrale dans ce nouveau modèle de renseignement. Et la Suisse va donc se doter de capacités de renseignement, de télécommunication, et ainsi évidemment que de nombreux capteurs, comme je l'ai déjà dit, pour rendre plus robuste notre capacité déjà excellente de suivi de la situation. Je vous invite du reste à regarder la vidéo du message de l'armée 2026 sur le renforcement des capacités en orbite, qui est disponible en description. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Épisode 15, bonjour à tous et aujourd'hui nous parlons du futur de la guerre dans l'espace et nous mettrons évidemment en perspective comment est-ce que la Suisse s'en sort dans ce domaine, comment est-ce qu'on planifie nos capacités spatiales. Mais d'abord, sans plus attendre, et comme d'habitude, nos brèves. Première brève, nous commençons cette semaine par des nouvelles concernant les deux grands acteurs du secteur spatial, la Chine et les États-Unis. Washington a annoncé des sanctions contre plusieurs sociétés chinoises actives dans l'imagerie satellitaire, dont The Earth Eye, Miser Vision, Mintropy Technology et, Changguang Satellite Technology. Les États-Unis les accusent d'avoir fourni à l'Iran des images ou des services spatiaux ayant pu contribuer au ciblage d'installations américaines et alliées au Moyen-Orient. Mais Pékin a rejeté ces sanctions, les qualifiant d'illégales et unilatérales. Au-delà de la dimension diplomatique, cette affaire soulève une question. Qu'advient-il d'une entreprise commerciale lorsque ces données sont utilisées dans la chaîne de renseignement ou dans du ciblage? Cela montre que la frontière entre prestataires spatiaux, commerciaux et soutien militaire devient difficile à tracer lorsqu'un pays non belligérant est impliqué. Deuxième brève, une entreprise américaine, Portal Space Systems, ainsi que la start-up australienne Paladin Space, veulent proposer un service de nettoyage orbital. Le nouveau service sera capable d'identifier, de caractériser et de capturer de petits débris en mouvement, notamment des objets de moins d'1 mètre. Le projet repose sur le véhicule spatial Starburst de Portal et sur la charge utile Triton de Paladin, conçu pour repérer et capturer des petits objets. L'idée est de passer d'une démonstration ponctuelle à un service récurrent, en gros une infrastructure en orbite pour le nettoyage. Ce sont les mêmes briques technologiques que celles utilisées pour l'inspection, la maintenance en orbite ou, dans un autre contexte, certaines capacités anti-satellites. Portal vise un premier lancement de Starburst fin 2026, donc très tôt, avant un début de service commercial en 2027. Alors, ça reste à voir. Brève numéro 3. 2 satellites militaires russes, Cosmos 2580 et Cosmos 2583, ont effectué un rapprochement extrêmement serré en orbite basse. Et il est possible que ce soit passé à environ 3 mètres. La distance exacte, évidemment, doit être traitée avec prudence, car elle dépend des données de suivi orbital. Mais la Russie exploite définitivement plusieurs satellites Cosmos dans des configurations de proximité complexes depuis quelques mois. Dans un cadre civil, cela pourrait servir à de l'amarrage ou de la maintenance. Mais dans un cadre militaire, cela peut aussi permettre l'inspection et l'écoute électromagnétique. Mais ces actions peuvent se faire à quelques centaines de kilomètres. Si la distance de 3 mètres est avérée, alors cela ouvre la porte à des attaques cinétiques complexes, maîtrisées et rigoureusement planifiées, et démontre une maîtrise exceptionnelle des capacités de manœuvre russes. Car n'oublions pas que ces engins volent à environ 27 000 km/h.
Dernière brève, le satellite chinois TJS-3A s'est repositionné autour de 148 degrés est en orbite géostationnaire, à proximité d'un autre satellite militaire chinois, Gaofen 1302. Les deux satellites pourraient combiner des capacités de renseignement, et TJS-3A pourrait jouer éventuellement un rôle de protection rapprochée. Peut-être que Pékin pourrait simplement tester des procédures de proximité autour de ses propres actifs. Mais dans le même temps, l'inspecteur chinois Xi Jian-23, qu'on a déjà mentionné dans notre suivi des coups de pression entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, a changé de direction de dérive. Ces mouvements sont importants parce qu'en orbite géostationnaire, les satellites de communication, de surveillance, d'alerte précoce sont tous présents sur la même orbite comme on a discuté sur l'épisode dédié aux manœuvres sur cette dernière. Donc pris tous ensemble, ces mouvements illustrent surtout un niveau de précision et de régularité, encore une fois, de la Chine qui conduit ces opérations en orbite géostationnaire. Impossible pour le moment de dire exactement ce qui se passe, mais nous suivons donc de près ces activités pour comprendre comment le bras de fer avec les États-Unis évolue. On passe maintenant au thème de la semaine. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opérations spatiales, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Notre thème donc, la guerre dans l'espace, son futur, et évidemment on va parler en cours de route de la Suisse et de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Alors pour commencer, un petit agenda. On va introduire le sujet, on va faire une comparaison entre le passé et le présent, on va parler de quelques aspects critiques tels que le taux de revisite et la résilience d'un système spatial. On va ensuite parler du problème du goulot d'étranglement des données, que ce soit dans l'espace, dans la transition entre l'espace et le sol, mais aussi dans l'analyse, de l'importance de la vitesse, vraiment end-to-end, de la Suisse, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, et à la fin, une petite prospection sur le futur et une conclusion. Alors, avant d'aborder les développements modernes, il faut se poser la question fondamentale. Qu'est-ce que la guerre spatiale? Lorsqu'on entend cette expression, on imagine souvent des satellites tirant l'un sur l'autre, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu de la science-fiction, parce qu'en réalité, la guerre spatiale, c'est beaucoup plus calme, si je puis dire. Ça fait moins de bruit que des lasers qui volent partout. Il s'agit concrètement de nier, de dégrader, de manipuler ou d'exploiter les systèmes spatiaux dont dépendent les forces armées. Et cela peut signifier interférer avec un satellite, brouiller un signal, aveugler un capteur, pirater un segment seul, et le tout avant d'en arriver à l'ultime attaque qui est concrètement de tirer un missile anti-satellite. Les forces armées modernes dépendent de l'espace pour les communications, la navigation, l'alerte précoce, aussi la météorologie, la surveillance, tout ce qui est renseignement, et donc le ciblage. Donc si l'adversaire est capable de perturber ces services spatiaux, même sans détruire le satellite, il peut affecter directement les opérations sur Terre. Et c'est ce qu'on a vu du reste avec l'Iran et le brouillage des satellites GNSS, pour empêcher les munitions qui sont guidées par ces signaux GNSS de faire but. Alors si on fait maintenant une petite comparaison avec le passé, ça nous amène à un des grands changements qui a eu lieu dans ce domaine. C'est que pendant des décennies, le renseignement spatial était surtout associé à un petit nombre de satellites espions très avancés et très coûteux. Ils étaient très puissants, oui, mais onéreux et souvent secrets. Ils pouvaient prendre des images extrêmement précieuses ou collecter des signaux, mais ils étaient limités par le mouvement en orbite. Un satellite en orbite basse
passe au-dessus d'une zone donnée, collecte des données et poursuit sa trajectoire. Si on manque le bon moment pour acquérir les données, ou si par exemple on a un satellite optique, mais que ce moment-là, il y a des nuages, eh bien, il faut attendre peut-être des jours avant que le satellite repasse au-dessus de la même zone. Ce modèle reste évidemment important, puisque tous les satellites aujourd'hui sont toujours en effet sujets à la mécanique orbitale, mais la logique et la façon de faire évoluent. Dans la guerre moderne, l'avantage ne vient pas seulement du fait de disposer du meilleur capteur, il vient de la capacité à observer plus souvent, à couvrir une zone plus large, à traiter l'information plus rapidement et à transmettre au commandant les informations avant que l'adversaire ne puisse se déplacer, se dissimuler ou encore frapper. Il s'agit donc globalement de vitesse, hein, dans l'ensemble de la chaîne de frappe, de la kill chain, comme on dit, ou plus précisément la chaîne capteur-effecteur, avec évidemment à quelque part entre deux un humain qui prend une décision. Rappelez-vous, on a déjà discuté dans la boucle ODA, observe, oriente, décide et agit. L'armée qui arrive à itérer cette boucle le plus rapidement a généralement l'avantage. Donc si on reformule, l'espace est désormais pleinement intégré dans les boucles capteur-effecteur. Et il ne s'agit plus donc d'aller chercher une petite quantité d'informations très précieuses avec d'immenses moyens, mais bien d'avoir une masse de capteurs et toute l'infrastructure nécessaire pour que l'espace soit intégré dans le commandement sans friction. En bref, qu'on ne se rende même pas compte qu'un renseignement vient de l'espace, tant l'information est rapidement disponible. Parlons maintenant des performances d'une telle infrastructure spatiale, et notamment du taux de revisite et de sa capacité à durer. Lorsqu'on parle de guerre spatiale moderne, deux termes sont particulièrement importants, comme je viens de le dire, la revisite et la résilience. Le taux de revisite désigne simplement la fréquence à laquelle un satellite ou une constellation peut observer à nouveau la même zone cible. En termes militaires, c'est crucial, parce que si on surveille un port, une base aérienne, un lanceur de missiles, un nœud logistique ou un groupe naval en mouvement, une image toutes les semaines, c'est pas forcément suffisant. Et comme les cibles militaires, évidemment, se déplacent, se dispersent, se camouflent, tirent puis se repositionnent en quelques minutes ou en quelques heures au pire, eh bien, la valeur opérationnelle vient donc de la réduction du temps entre deux observations. Et ce, sans compter le temps requis pour que la donnée arrive du satellite au décideur, un temps qui lui aussi est véritablement important pour que tout se passe bien. Donc, on ne parle pas là d'une surveillance parfaite en temps réel de toute la Terre, ce qui serait vraiment immense et inconcevable, mais vraiment le fait qu'une constellation peut observer une ou plusieurs zones cibles de manière répétée et alerter rapidement les analystes ou les commandants en cas de changement sur cette zone cible. Et non, il faut bien faire la différence. Une constellation qui a des satellites certes autour de toute la Terre, elle va être capable d'observer plusieurs zones cibles avec une certaine performance, un certain temps de revisite, mais pas toute la Terre tout le temps. C'est vraiment pas de ça qu'il est question. L'espace devient donc une composante beaucoup plus directe de la prise de décision tactique comme opérative. Parlons maintenant de la résilience. La résilience, ça signifie que si un satellite tombe en panne, est brouillé ou est dégradé d'une quelque autre façon, eh bien d'autres satellites peuvent quand même poursuivre la mission. Il s'agit d'assurer la capacité à durer. Dans l'ancien modèle, la perte d'un satellite, ça pouvait représenter une perte majeure, et puis la perte même de la capacité tout simplement. Alors que dans le modèle proliféré, avec des satellites peut-être moins performants, mais plus petits et beaucoup moins chers, l'architecture est conçue pour absorber de telles pertes. Des pertes qui peuvent du reste être tout à fait naturelles, puisque ne l'oublions pas, c'est pas parce qu'on lance des dizaines de milliers de satellites que l'espace est un environnement moins hostile pour ces appareils. Prenons par exemple les États-Unis qui construisent désormais une architecture proliférée qui est conçue pour augmenter le taux de revisite et améliorer la persistance, fournir aux utilisateurs beaucoup plus de données, et ce de manière euh, sans aucune friction. Rien qu'en 2025, cette architecture, qui n'en est pas à la fin de son développement, a produit 400 000 collectes d'informations, tout capteur confondu. C'est un volume de données si grand que maintenant l'usage de l'intelligence artificielle ne devient pas forcément un plus ou quelque chose de chouette à avoir, mais est tout simplement crucial pour que les analystes humains
puisse suivre, en fait, tout simplement. Et justement, arrive à ce sujet, le goulot d'étranglement des données, la masse de données générées. Une grande constellation, elle ne produit pas automatiquement du renseignement, elle fait de la donnée brute. Et la donnée brute, ce n'est pas une information pertinente à temps. Il faut l'analyser pour que cette donnée brute devienne une information. Et donc, une collecte plus abondante peut devenir un fardeau. Et c'est pourquoi l'intelligence artificielle devient centrale dans ce nouveau modèle de renseignement et de surveillance. Car si des centaines de milliers de collectes sont générées, alors il n'y a aucune équipe humaine qui peut tout examiner manuellement à une vitesse acceptable. L'IA, elle peut aider à prioriser, à détecter des changements sur des zones clés, à voir ce qui paraît anormal, ce qui s'est déplacé, et du coup peut attirer l'attention de l'analyste. L'objectif n'est vraiment pas de retirer l'humain, car à la fin, du moins, c'est ce que nous pensons dans les armées occidentales, et il est possible que ça change dans d'autres armées, voire dans les armées américaines, ben, nous ne l'espérons pas, c'est que la décision soit toujours prise par un humain, car la décision implique une responsabilité, et il y a quelqu'un qui doit faire face aux conséquences de cette décision un jour ou un autre. Donc on ne doit pas, moralement, laisser une machine décider. L'objectif, par contre, c'est de s'assurer que l'humain, qui doit décider, ne soit pas submergé de données et qu'il ne découvre pas l'image pertinente, la donnée qu'il fallait voir trop tard, après des heures et des heures d'analyse. C'est là le véritable sens, en fait, du renseignement et à la vitesse de la machine. Ça ne signifie pas que les machines décident de tout. Ça signifie que certaines parties du cycle du renseignement, de l'analyse, sont accélérées par des logiciels. Prenons par exemple, si j'ai un satellite d'imagerie, et que ce satellite est équipé d'un GPU, hein, d'une capacité de calcul embarquée, et avec une petite intelligence artificielle pour du traitement de l'image, eh bien, s'il prend des images et qu'il effectue son traitement à bord, et qu'il détecte des changements, eh bien, il peut décider, le cas échéant, d'envoyer l'information clé aux opérateurs, au lieu de plusieurs gigabits d'images. Et ça a déjà beaucoup de plus-value, ne serait-ce que pour la transmission de données entre l'espace et la Terre, qui, en soi, peut s'avérer être en lui-même aussi un goulot d'étranglement, puisqu'il faut des stations au sol, beaucoup, et surtout quand on a des milliers de satellites. On parle évidemment maintenant de l'importance de la vitesse, car dans une crise, la question n'est pas seulement de savoir qui possède le satellite, le meilleur satellite ou le plus de satellites, la question est de savoir qui reçoit les données et à quelle vitesse, et il peut faire accélérer son tempo opérationnel. Plus le délai entre la détection et la décision est court, plus les données satellitaires deviennent utiles aux opérations, sont un facteur de succès. Et donc c'est pourquoi la compétition ne porte plus seulement sur celui qui possède les meilleurs ou le plus de satellites, mais celui qui peut construire la boucle de renseignement la plus rapide. Les États-Unis, prenons-les encore comme exemple, évoluent vers une architecture vaste, un réseau assisté par l'IA avec des systèmes spatiaux, des logiciels de défense, on connaît par exemple Palantir, et des utilisateurs militaires de plus en plus connectés. Si on prend la Chine, par contre, par exemple, eux, ils développent également évidemment cette capacité de manière très rapide, à une échelle absolument immense, mais selon un modèle un peu plus dual, où les ambitions spatiales commerciales et étatiques et militaires sont étroitement liées. On a vu de nombreux satellites qui sont supposés être uniquement civils, on n'est pas 100% sûr qu'ils ne font que du civil. Et la Russie, par contre, elle, semble moins être concentrée sur des grandes constellations proliférées, mais utilise davantage des outils asymétriques de perturbation de lignes d'accès et de guerre électronique. Et on a vu quand même récemment quelques petits satellites en orbite très basse pour être capable d'avoir de l'imagerie à une résolution très haute. Mais on a quand même une échelle qui est bien plus petite. Néanmoins, ça ne veut peut-être pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt dans ces grandes constellations. C'est probablement dû à des problèmes budgétaires, puisque évidemment, il y a un gouffre causé par la guerre en Ukraine. Donc, au final, on voit trois grands modèles émerger. Le modèle américain qui repose sur la vitesse et l'intégration logicielle dans l'armée. Le modèle chinois qui repose sur une croissance rapide et des capacités duales et ce lien vraiment étroit entre ce qui est commercial, étatique, on ne saurait plus trop distinguer. Et finalement, le modèle russe, un peu plus asymétrique, un peu moins axé sur une architecture complète que sur des capacités clés et la capacité de perturber l'adversaire. On a parlé des grandes puissances, mais la Suisse, dans tout ça. Comment est-ce que nous, les Suisses, on se débrouille?
dans la guerre spatiale et aussi le futur de la guerre spatiale? Eh bien, nous sommes un petit pays et notre budget de la défense reste pour le moment, et j'espère que ça va changer, relativement limité, et ce, par une volonté politique. Donc l'armée doit faire avec le budget qui lui est attribué par le politique. Au centre de compétences espace, on doit donc faire beaucoup avec peu. Mais c'est là la force de la Suisse. De manière générale, on sait faire beaucoup avec peu. Et notre centre de compétences est né du travail d'une cellule d'espace, née en 2017, qui ne regroupait au début qu'une poignée d'officiers. Aujourd'hui, les armées du monde entier, y compris les États-Unis d'Amérique, reconnaissent les capacités de suivi et d'analyse spatiale de la Suisse. Mais bon, capacité d'analyse, ok, mais où sont nos satellites? Eh bien, ça vient. Avec la création officielle du centre de compétences espace en 2026, un budget a été alloué pour des acquisitions. Et les acquisitions, c'est quelque chose de relativement lent. C'est un processus qui, même s'il peut être amélioré et aller plus vite, manque de flexibilité pour un domaine en constante évolution comme l'espace. Eh bien, c'est pourquoi le commandant a décidé de favoriser les partenariats directs entre l'armée et les entreprises. Ça peut sembler évident comme ça quand on le dit, mais concrètement, ça ne l'est pas du tout. En temps normal, le lien entre l'armée et les acteurs privés, c'est l'Office fédéral de l'armement. Et l'armée et les privés ne se touchaient jamais directement. Il fallait toujours passer par ces lents processus. Mais avec ces partenariats publics-privés directs, l'armée bénéficie non seulement d'une capacité à innover, mais aussi de toute l'excellence de notre écosystème industriel et académique. Grâce à cela, notre armée va se doter sous peu de satellites de télécommunication, de renseignements optiques et électromagnétiques, et plusieurs officiers sont directement impliqués dans le développement de ces capacités afin qu'elles répondent précisément à nos besoins. De plus, ces partenariats, permettent aussi de drastiquement réduire les coûts en comparaison avec des acquisitions standards. Le centre de compétences espace va donc bel et bien faire plus avec moins. Et si je prends un exemple très personnel, eh bien, mon premier contact avec le centre de compétences espace, qui était à l'époque le domaine espace, c'était mon projet de master. J'ai développé un logiciel de détection et de classification des conjonctions entre satellites, afin non seulement d'estimer les risques de collision, mais aussi les possibilités de manœuvres agressives et leur potentiel d'escalade. Ce logiciel, aujourd'hui, il est encore utilisé tous les jours par les analystes du centre de compétences espace. Et il continue à développer en continu. Eh bien, c'est grâce à un partenariat entre l'armée et l'École polytechnique fédérale de Lausanne que, pour un très petit prix, ce logiciel a pu être développé. Il est vraiment très utile. Et le prix est complètement dérisoire en comparaison à une acquisition qui passe par l'Office fédéral de l'armement, qui va trouver un prestataire de service pour développer un logiciel, etc., etc. Donc, bientôt, on va faire la même chose avec des satellites. Et aussi avec des capteurs pour augmenter nos capacités d'analyse. Et la Suisse va donc se doter de capacités de renseignement, de télécommunication, et ainsi évidemment que de nombreux capteurs, comme je l'ai déjà dit, pour rendre plus robuste notre capacité déjà excellente de suivi de la situation. Je vous invite du reste à regarder la vidéo du message de l'armée 2026 sur le renforcement des capacités en orbite, qui est disponible en description. Alors, le futur, à quoi ça pourrait ressembler? Eh bien, si la guerre spatiale du futur commence par une compétition pour savoir qui peut au plus vite traiter et décider avec une masse significative de données venant de l'espace, alors plusieurs questions deviennent centrales. Qui dispose d'assez de satellites sur les bonnes orbites et avec les bons capteurs? Les données peuvent-elles circuler rapidement du satellite vers le sol, entre satellites ou vers les réseaux militaires? Est-ce que l'intelligence artificielle et les analystes peuvent-ils transformer ces images et ces données brutes en renseignements exploitables à temps? Et enfin, l'architecture peut-il continuer à fonctionner lorsqu'il y a du brouillage, il y a du leurre, des cyberattaques, de l'éblouissement de capteurs, des pressions, voire des armes anti-satellites? C'est pourquoi, quand on parle de guerre spatiale, eh bien, ça peut être trompeur si on imagine seulement des satellites qui se tirent l'un sur l'autre. La compétition est beaucoup plus probable et va durer beaucoup plus longtemps sur cet avantage informationnel qui a un impact direct sur les opérations au sol. Le camp qui voit en premier, comprend en premier, décide en premier, bref, tire en premier, il gagne en tempo opérationnel. Néanmoins, restons un peu sur ces capacités anti-satellites. Parce que même s'ils ne sont pas encore en train de se tirer des lasers l'un sur l'autre à la Star Wars,
Ces capacités font bien partie de l'équation. Et il y a de nombreuses activités de proximité qui sont menées par les grandes puissances qui tentent d'indiquer qu'elles s'entraînent toutes à être capables d'aller manœuvrer proche du satellite des autres et aller les endommager, ou les déplacer, ou bref, les rendre inopérationnels. Avec des infrastructures qui vont compter des milliers de satellites, eh bien évidemment que la capacité à aller détruire massivement les satellites adverses ou à toucher le goulot d'étranglement du système adverse va jouer un rôle critique. Mais il demeure qu'en cas de fuite en avant qui causerait de trop nombreux débris en orbite, nous pourrions tous en pâtir et se retrouver incapables d'exploiter certaines orbites qui seraient complètement remplies de déchets et de débris orbitaux. Et c'est évidemment une situation qui n'est désirable pour personne, civil comme militaire. Le développement de capacités anti-satellites, diverses et variées, fera, je vous le dis, l'objet d'un épisode dédié, car c'est un sujet passionnant sur la guerre de l'espace aussi dans l'avenir, mais aussi sur le fait qu'il y a cette tension entre le besoin d'avoir une capacité de détruire les satellites d'un autre acteur pour l'empêcher d'avoir cette capacité, et le fait de rendre inutilisables les orbites et donc de ne plus pouvoir les utiliser soi-même. Mais n'oublions pas que, à la fin, c'est au sol, sur un territoire, que la guerre se gagne. Il faut toujours garder ça dans un coin de l'esprit quand on parle de guerre spatiale. Pour conclure, plus les armées s'appuient sur des renseignements automatisés venant de l'espace, plus elles doivent gérer les faux positifs, la déception et la manipulation adverse. C'est évident que si l'intelligence artificielle est utilisée pour accélérer la détection, l'adversaire va chercher à tromper l'intelligence artificielle. Et si des fournisseurs commerciaux de plus en plus nombreux deviennent partie intégrante des kill chains militaires, ils peuvent devenir des cibles de cyberattaques, de sanctions, de brouillage ou de coercition. Ainsi, davantage de satellites créent plus de résilience, mais aussi plus de données, plus de dépendance, plus d'interfaces en différents systèmes, une immense complexité à gérer et une plus grande surface d'attaque. Par conséquent, le futur de l'espace militaire ne concerne pas seulement l'orbite, et j'ai l'impression que c'est un message un peu récurrent dans ce podcast. Il concerne aussi le tempo. Ce sont des gens qui devront s'adapter au paradigme de la guerre spatiale. Parce que si les gens ne s'adaptent pas, on peut avoir tous les infrastructures qu'on veut, on n'y arrivera pas. Les architectures proliférées en orbite basse, le traitement assisté par l'IA, l'imagerie commerciale, les réseaux résilients font tous évoluer l'espace d'une fonction de soutien vers une couche opérationnelle quasi en temps réel intégrée au commandement. C'est en partie déjà le cas aujourd'hui. La question décisive ne sera pas de savoir qui possède l'image la plus fine, elle sera de savoir qui peut transformer cette image en une décision militaire fiable avant l'adversaire. Car ne l'oublions pas, si l'espace donne bien un avantage sans pour autant assurer la victoire, pas d'espace, c'est la défaite. Assurée. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis au prochain épisode.